Avant d'être des légendes du cinéma, ils étaient surtout des gamins avec une caméra, beaucoup d'ambition et une imagination sans limite. Avant les chefs-d'œuvre cultes, avant les franchises, la célébrité, la reconnaissance, l'argent, il y avait des films fauchés avec des acteurs pas toujours convaincus et des effets spéciaux discutables. Oui, on en discute. Aujourd'hui, on parle des tout premiers films de deux des plus grands réalisateurs de toute l'histoire. Et pour le premier, j'ai décidé que je vous donnerai pas son nom dès le début, ça va être plutôt à vous de deviner de qui je vous parle. On va voir si vous êtes des bons enquêteurs ou pas. En 1952, The Greatest Show on Earth sort au cinéma. Et d'une certaine manière, ce film va complètement bouleverser le cinéma. En fait, il va surtout bouleverser la vie d'un gamin de 7 ans qui, lui, va totalement révolutionner l'industrie. 1952, c'est l'année où un père amène son fils au cinéma pour la toute première fois en lui promettant un spectacle extraordinaire. Des dresseurs, des lions, des trapézistes, un cirque magistral. La seule chose qu'il avait oublié de préciser, c'est que tout ça faisait partie d'un film réalisé par Cécile DeMille. D'ailleurs, le gamin est un tout petit peu déçu quand il se rend compte qu'il est au cinéma et pas au cirque en fait. Oh. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, hein. Un père, un fils et un popcorn mal partagé. La base. Mais au milieu du film, il y a la scène. Un énorme accident de train. Des wagons qui volent, des explosions, du chaos, et pour ce gosse, c'est une révélation. Il développe une vraie obsession à l'idée de reproduire cette scène. Mais pas dans la vraie vie, hein. On n'est pas sur une émission qui parle de psychopathe là, on parle de cinéma. Le gamin développe un plan. Première étape, demander à ses parents des trains miniatures pour Noël. Deuxième étape, exploser ses trains les uns contre les autres. Oui, c'est pas un plan très compliqué, mais en même temps, il a 10 ans, hein. Tu t'attendais à quoi? Sauf que des trains miniatures, ça coûte super cher, donc les parents, ils en ont un peu marre de voir leur fils cracher son matos. Ultimatum parental, encore un accident de train, et c'est fini. Le gamin pas bête réfléchit 2 minutes, et là, il a une illumination. Une caméra à 3 objectifs traîne dans le garage. S'il refait l'accident de train une dernière fois, juste une fois, mais que cette fois-ci, il la filme, il pourra remater ça en boucle, sans avoir à cracher ses jouets. Il vient de découvrir le cinéma. Et surtout un bon moyen d'économiser du fric en maquette. Petit à petit, il s'habitue à utiliser la caméra de la famille. Son père est pas très doué avec, il l'a fait tout le temps tomber. Du coup, c'est lui qui filme toutes leurs vacances, tout en les dramatisant. En fait, il s'habitue tout simplement à raconter une histoire à travers un objectif. Quelques années plus tard, à l'adolescence, il rejoint les scouts et il adore ça. La survie, l'aventure, les badges. Petit problème, il veut absolument le badge de la photographie, mais l'appareil photo de la famille est HS. Il demande donc au chef des scouts, et si au lieu de prendre des photos, je vous faisais un film? Bingo! Il embarque ses potes, ils se déguisent tous en cow-boy, et il tourne son tout premier film de 3 minutes, Gunsmoke. Qui, on va pas se mentir, sonne quand même beaucoup mieux que Brouillard de flingue. Sa première œuvre est diffusée lors d'une réunion scout, et là c'est la claque. Les autres rient, ils réagissent, ils applaudissent, et lui il comprend quelque chose d'essentiel. Faire du cinéma, c'est pas juste filmer des trains qui se crachent, c'est aussi et surtout provoquer des émotions et captiver son public. À cet instant précis, son hobby devient sa vocation, son objectif de vie. On en vient enfin à son tout premier film, Firelight, qu'il tournera en 1964 à l'âge de 17 ans. Le budget, 500 $, soit 0,03 PA pour ceux qui ont vu cette vidéo. Alors c'est sûr qu'on est très loin des millions d'Hollywood, hein, mais à cet âge-là, c'est déjà pas mal 500 balles. Je dois être honnête avec vous, j'ai cherché ce film de partout, mais c'est juste impossible de le trouver. Donc si vous avez un plan, dites-moi ça en commentaire. En attendant, pour le pitch, j'ai essayé de vous faire un résumé par rapport à des interviews que j'ai lues et à Wikipédia. Donc je risque potentiellement de dire 2 ou 3 conneries. Ouais, comme d'habitude en fait. Le film raconte l'histoire de Tony Karcher et Howard Richards, deux scientifiques plus ou moins qualifiés, surtout moins que plus d'ailleurs, qui enquêtent sur des événements étranges. Les habitants de Freeport, une ville fictive d'Arizona, signalent des phénomènes paranormaux. Des lumières rouges apparaissent dans le ciel, les appareils électroniques se comportent bizarrement, et surtout des gens disparaissent sans explication. Howard et son équipe de chercheurs remarquent un schéma dans ces enlèvements. Les disparus semblent avoir été choisis pour une raison inconnue. Ils ont tous vécu des expériences étranges avant leur disparition, et des témoins rapportent avoir vu des vaisseaux lumineux dans le ciel juste avant que ça n'arrive. Howard découvre que ces personnes ont en fait été kidnappées par des aliens qui ont une passion surprenante, collectionner des humains dans un zoo intergalactique. En fait, on est plus ou moins l'équivalent des pandas pour eux. Pendant ce temps, les autorités locales sont sceptiques et l'armée refuse d'intervenir. Richards et son équipe doivent donc trouver des preuves par eux-mêmes, mais à chaque nouvelle avancée, les extraterrestres enlèvent de nouvelles personnes. Les habitants de cette petite ville doivent donc se rebeller contre cette menace cosmique.
Entre les révélations scientifiques, les phénomènes paranormaux et une bonne dose de chaos, le film est un succès retentissant rapportant 501 $. 1 $ de bénéfice, une rentabilité de 0,2% quand même. Et en vrai, c'est pas rien parce que le film a été projeté qu'une seule fois dans une salle avec des billets à 1 $. J'en rigole, mais ça veut quand même dire qu'il a fait sale comble le cochon. Bon, apparemment ce film est pas foufou non plus, au point que son créateur lui-même l'a renié. Mais rien qu'avec les petites images qu'on a et le synopsis, on voit déjà tout son génie. Rien que les ovnis par exemple, ils sont faits en filmant des lumières derrière des aquariums. À 17 ans, le gars a des idées quand même. Et surtout, on retrouve déjà sa signature un petit peu partout. Des lumières étranges dans la nuit. Check. Des personnages qui cherchent à comprendre l'inconnu pendant que l'armée veut rien écouter. Oh, check, check. Une ambiance mystérieuse et fascinante. Mais c'est un bingo! Quelques années plus tard, cette même personne commence à percer avec des films comme Duel ou Sugarland Express. Mais c'est un certain film de poisson mangeur d'hommes qui va littéralement faire exploser sa carrière. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Dis-moi en commentaire si t'as deviné de qui on parle. Le gamin turbulent qui cassait des trains dans son garage a bien grandi, mais il a su garder son imaginaire et est devenu l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, Steven Spielberg. Le plus grand conteur de l'industrie et surtout un très bon ami d'un certain Stanley Kubrick. J'aime le cinéma. Non, j'adore le cinéma. Et je pense que tous les cinéphiles ont cette œuvre qui a un jour marqué leur vie. Pour moi, ce film, c'est Orange Mécanique. Pourtant, c'est pas du tout ma génération et en plus, je l'ai découvert en cours d'anglais au lycée. Pas vraiment les meilleures conditions, on est d'accord. Entre Kevin qui fait des blagues toutes les 2 minutes parce qu'il arrive pas à se concentrer et Dylan qui arrête pas de parler parce que c'est un vieux film et puis en plus on est en cours d'anglais donc Osef, c'est pas facile de suivre. Pourtant, malgré tout ce qui se passait autour, je me rappelle que j'étais comme absorbé par l'écran. Ce film a développé en moi une vraie passion pour le cinéma et une admiration pour ce grand réalisateur Stanley Kubrick. Bon, c'est vrai qu'il y en a des centaines des réals que j'admire et dont j'adore le travail, mais je pense que je peux quand même dire que Kubrick est mon réal préféré. Oui bon d'accord, c'est vrai, j'ai aucune originalité, et puis en plus je suis qu'une merde. Mais faut avouer que le gars est quand même super fascinant. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais comment il a commencé? New York, 1940. Kubrick a 12 ans et n'est pas un élève très brillant, au point que personne n'aurait misé un peso sur lui. À vrai dire, il est à peu près aussi bon en cours qu'un pigeon unijambiste au 100 mètres haies. Ouais bah c'est pas si facile d'inventer des expressions comme ça à chaque vidéo, Donc si tu veux participer à l'écriture avec moi, n'hésite pas à me faire des propositions en commentaire. Pour en revenir à Kubrick, ses parents et ses profs désespèrent et ils commencent même à s'inquiéter. Mais que va devenir le petit Stanley? Ils se doutent pas encore que ce gamin en difficulté va totalement révolutionner le cinéma. Ce qui est sûr, c'est qu'il révolutionnera pas les examens de fin d'année. Le jeune Kubrick devient accro aux échecs et il passera ses journées à apprendre à anticiper les coups des autres. Et en vrai, ça lui servira quand il deviendra réalisateur parce qu'un tournage finalement, c'est un peu comme une partie d'échecs géante. C'est juste qu'il y a plus de gens qui pleurent. Beaucoup de gens qui pleurent. Le père, qui sent bien que son fils va pas devenir médecin ou avocat, a la meilleure idée du siècle quand il lui offre un appareil photo. Là, c'est la claque. Kubrick découvre qu'avec un objectif, il peut arrêter le temps, capturer la lumière et surtout éviter les devoirs. À 17 ans, et visiblement c'est l'âge où tout se passe pour les grandes personnes de ce monde, j'ai manqué le coche, il vend sa toute première photo au magazine Look. Un cliché d'un vendeur de journaux qui s'est apparemment pris un râteau monumental. Ouais, son premier succès, c'est une photo d'un mec qui a visiblement passé une très mauvaise journée. Un signe pour la suite de sa carrière où il fera souffrir à peu près tout le monde sur ses tournages? Peut-être bien. Kubrick adore la photo, mais lui, il veut plus, il veut que ça bouge, il veut raconter des histoires et surtout, il veut tout contrôler. Oui, parce qu'il faut être honnête, j'adore le mec, mais c'est un peu un maniaque du contrôle. Il commence à développer une vraie passion pour le cinéma. Le seul problème, c'est qu'il trouve que tous les films qui sortent en ce moment sont pas foufous. Donc il lui vient une question, et si je faisais mieux? Parce que Kubrick, c'est ce genre de gars. Lui, au lieu de critiquer, il préfère faire mieux. Les 3/4 des gens, quand ils voient un film qu'ils aiment pas, ils vont mettre une critique salée sur Twitter. Et lui, il apprend à réaliser. D'ailleurs, il paraît qu'il disait aussi toujours quand il aimait bien quelque chose. Donc si t'aimes bien cette vidéo et que tu veux être comme Kubrick, n'hésite pas à le dire. Oh, la tentative bancale, quoi. Je crois que c'est la pire que j'ai faite, celle-là. Mais dis-le quand même, S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. En bon passionné qu'il est, au lieu d'attendre qu'Hollywood vienne lui faire des câlins, lui, il décide de réaliser ses propres films avec ses propres moyens. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, il a à peu près autant de budget qu'un étudiant en fin de mois. Ça veut dire pas beaucoup d'argent. Du coup, en 1951, il fait son tout premier court-métrage avec 3 bouts de ficelle, Day of the Fight. Un documentaire sur un boxeur amateur parce que Kubrick adore la boxe.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime autant ce mec. Le film est vendu à une boîte de distribution et rapporte un petit peu d'argent. Bon, pas de quoi acheter un manoir, ça c'est sûr, mais au moins assez pour lui donner envie de continuer. Et là c'est parti, il enchaîne avec Flying Padre, un film sur un prêtre qui pilote un avion. Oui, c'est possible. Puis il enchaîne avec son premier vrai long métrage, Fear and Desire, sorti en 1953. Et si t'as jamais vu ce film, bah c'est normal, parce que Kubrick a à peu près tout fait pour le faire disparaître. Et tu comprendras plus tard pourquoi. Fear and Desire, c'est un film de guerre sans guerre, un drame psychologique sans psychologie, et un film qui veut être profond mais qui ressemble plus à un devoir de philo fait par des étudiants en art. Mais c'est surtout une masterclass en comment rater son premier long métrage. L'histoire commence avec 4 soldats qui se crachent derrière les lignes ennemies. 6 miles behind the enemy lines. Où exactement? Bah on sait pas. Contre qui ils se battent? On sait pas non plus. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour le coup, eux non plus, ils en ont aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent survivre. Mais pas façon badass comme dans Les 12 salopards, eux c'est surtout des mecs en crise existentielle. Au casting, on retrouve le chef pragmatique qui veut garder tout le monde en vie, le philosophe dépressif qui voit la guerre comme une absurdité cosmique, le jeune impressionnable qui panique pour un rien, jeu d'acteur. Et le gars qui perd complètement les pédales et devient dangereux pour tout le monde. Vu qu'ils ont pas de GPS, ils errent dans la forêt en disant des phrases philosophiques comme « Nous sommes pris au piège par les chaînes de notre propre destin ». Ouais, t'as tellement raison. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une femme locale, la capturent sans trop savoir quoi en faire, et là on atteint le moment où le film part totalement en freestyle, quand le plus fragile d'entre eux se met à la surveiller, tombe en pleine folie douce et commence à monologuer sur la vie en riant comme un psychopathe. Évidemment, ça tourne mal, le soldat pète un câble et finit par mourir bêtement, prouvant que réfléchir trop fort, ça peut être mortel. Oh, j'ai eu chaud, hein. Heureusement, je risque rien. Pendant ce temps, les autres sont partis tuer un général ennemi. Mais attention, pas n'importe comment, avec des plans artistiques, des monologues sur la guerre et un jeu d'acteur digne d'un théâtre amateur du lycée du coin. La vie est une rivière, et moi je suis une feuille qui meurt. Climax du film, les soldats arrivent à abattre le général et se rendent compte que... c'est leur copie conforme? Quoi? Ils se battent contre eux-mêmes? Une métaphore sur la guerre? Ou sur la dualité de l'homme? Peut-être. Ou alors c'était juste un manque de budget pour embaucher d'autres acteurs. Je sais, Kubrick est un génie, je suis d'accord, mais pour le coup j'exclus pas l'idée qu'avec son budget de 3 cacahuètes et demi, il ait juste recyclé ses acteurs. Après, parfois le manque de budget peut aussi nous amener à faire des choix encore plus pertinents que ce qu'ils auraient été si on avait eu tout le budget du monde. Ça peut aussi être une grosse source d'imagination. Bref, après quelques envolées lyriques sur la guerre et le destin, tout le monde meurt ou devient zinzin et le film finit sur une note de désespoir et d'absurdité. Le film est... comment dire... Kubrick avant même que Kubrick ne devienne Kubrick. Fallait la trouver celle-là. On sent bien qu'il veut faire des films intelligents, mais on sent aussi qu'il cherche encore où il a posé son mode d'emploi. C'est ça que je trouve incroyable avec cette œuvre. Malgré son côté ultra amateur, on voit déjà quelques traits kubrickiens émerger. Les plans ultra composés. Parce que même fauché, le mec soigne ses cadres. L'obsession pour la guerre et la violence qu'on retrouvera dans Full Metal Jacket ou encore Les Sentiers de la Gloire. Et des personnages paumés en pleine crise existentielle, en sueur et très souvent au bord de la rupture mentale. Here's Johnny. C'est clairement un film fauché et pas très fin. Entre les dialogues pseudo-philosophiques où les personnages parlent comme s'ils récitaient un poème beatnik, la musique ultra dramatique qui souligne tout, et les moments de surjeu cosmique, mention spéciale à l'acteur qui pète un câble et parle à la fille ligotée comme si c'était son chat imaginaire. Isn't funny? Isn't it? C'est une expérience un peu bizarre, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est unique. Kubrick lui a vite compris que Fear and Desire serait pas son chef-d'œuvre, et vu que le gars veut une filmographie irréprochable, dès qu'il a commencé à avoir du succès, il a essayé de faire disparaître ce film. Il a qualifié son œuvre de tentative prétentieuse et maladroite, et a même essayé d'en racheter toutes les copies pour que personne ne le voie. Sauf que comme tout ce qui est interdit devient culte, le film a ressurgi et est maintenant dispo un peu partout. Et même si Kubrick lui-même l'a renié, moi je l'aime ce film. Et je vous conseillerais même de le regarder sans aucune hésitation. Mais pas pour les raisons habituelles. On peut pas dire que c'est un grand film. Et franchement, je pourrais même pas vous dire honnêtement que c'est un bon film. Par contre, c'est une plongée fascinante dans les débuts d'un maître du cinéma. Un bel exemple d'un film ambitieux payé avec des tickets resto. Et surtout, c'est un espoir pour les gens comme moi qui rêvent d'un jour faire un film. Et pas que d'ailleurs, quoi que vous fassiez dans la vie, Kubrick nous a appris une chose. Votre première tentative ne sera probablement pas la meilleure. Et elle sera peut-être même pas bonne du tout. Mais comme Kubrick a commencé avec ce film très moyen et un peu pompeux avant de donner vie à des exceptions cinématographiques comme Full Metal Jacket, 2001 l'Odyssée de l'espace,
Shining ou encore Orange Mécanique pour ne citer que, si malgré les difficultés et les déceptions vous vous accrochez, que vous vous battez et que vous apprenez de vos échecs pour en tirer les bonnes leçons, vous pourrez peut-être conquérir des mondes qui vous semblaient jusque-là inaccessibles. Et tout ça, ça commence par vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties, liker cette vidéo et la partager si vous l'avez aimée, et aussi dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de réalisateurs dont vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. En attendant, nous on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Malpi, ciao!